Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire cette semaine dans Dautré. Cette semaine, plein d'activités à vous souligner. Le CHSLD, le château à Berthierville a inauguré son sentier des générations. Il a aussi dévoilé le tableau des donateurs liés à ce projet. On a aussi procédé à la mise en terre sur le site d'un arbre symbolique. On a aussi eu droit à un concert extraordinaire dans le cadre des fêtes soulignant les 350 ans de Berthierville. Donc, le violoniste international Alexandre Dacosta a présenté tout un spectacle accompagné de 4 excellentes musiciennes. Plus de 600 personnes ont assisté à cet événement qui s'est tenu à l'église Sainte-Geneviève de Berthier, où le son était extraordinaire. Lors de ce même événement, l'abbé Claude Sauvageau de Berthierville a raconté plusieurs anecdotes touchant l'histoire, la longue histoire de Berthierville. L'émission touche aussi le milieu de la culture. Il y a eu un arrêt au Musée d'art de Joliette qui présente sa programmation automnale, un coup d'œil aussi sur un rallye danse. Et terminons cette émission par une capsule yoga. Sur ce, bonne écoute et à la semaine prochaine. Il va manquer. Dites pas ça. C'est bon. Écoutez, on va prendre quelques minutes. Donc d'abord, moi, je veux vous dire merci beaucoup d'être venu en grand nombre. Moi, on savait que la température... c'est pas grave. On savait que la température, on ne savait pas à quoi s'attendre. Mais le soleil est là. On est vraiment heureux. Non, mais tout l'avant-midi, il pleuvait, il arrêtait de pleuvoir. Alors, on savait que c'était à l'extérieur, donc il y avait un risque. Mais ça fait partie des hauts et des bas. Comme le projet qui s'est réalisé ici, pour ceux et celles qui, beaucoup d'entre vous y ont participé, avec les hauts et les bas qu'il y a eu, et les correctifs. Mais on est très avancé, c'est fini aujourd'hui. Dans le fond, vous allez voir, il y a plusieurs personnes qui veulent vous dire un mot. Moi, je veux vous dire merci, effectivement, d'être présent. Mais je veux vous dire merci au nom de personnes dont j'ai vu le regard s'allumer quand ils sont venus dans le sentier ici. C'est nos résidents. Nos résidents et leurs familles. J'ai vu ça, moi, là. Tu sais, comme il y avait un petit spectacle en arrière, ils sont venus ici, ils ont profité du sentier. Et ces gens-là, ben c'est pour eux. C'est pour eux qu'on a fait, c'est pour eux qu'on a collaboré, qu'on a fait ce projet-là. Et ils ne sont peut-être pas toujours en mesure de dire merci. Alors, en leur nom, bien humblement, là, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à ce projet-là. La façon qu'on va procéder, donc, Mme Plante va prendre le relais ici, après moi. Puis ensuite, il y a quelques personnes qui veulent vous dire un mot. On va procéder officiellement avec la coupure du ruban pour inaugurer. On va également inaugurer, derrière moi ici, la plaque des donateurs. Et la dernière chose qu'on va faire, on va mettre en terre un petit arbre. C'est très symbolique pour nous. Vous savez, hein, ben oui, je peux le dire. Le sentier s'appelle le sentier des générations. Alors, ça va se terminer avec la mise en terre d'un arbre, un lilas blanc. Le lilas sent beaucoup. Je ne parlerai pas de la symbolique parce qu'ils m'ont éternisé là-dessus. Je ne vais pas faire ça. Dans les choses, je voulais vous dire, allez-y, quand vous avez envie, là, il y a toutes sortes de choses là, qui sont vraiment bonnes. On a pris le temps d'acheter ce qu'il fallait pour vous. Il y a du sucré, du salé, il y a des bulles sans alcool. Alors, encore une fois, merci infiniment d'être présent. C'est très, très apprécié. Et je vais laisser Mme Plante continuer. Alors, bonjour. Moi, ça va être un petit peu moins improvisé. Je suis moins bonne. J'ai tout écrit ça d'avance. Donc, on est enfin arrivé à ce jour d'inauguration qu'on attendait tant. Après beaucoup d'efforts de la part de toutes les personnes impliquées pour élaborer ce beau et grand projet, ainsi que la participation de tout le monde ici aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être fiers du résultat qu'on a sous les yeux aujourd'hui. La cour extérieure, ça va aller mieux, hein? Je m'excuse.
La cour extérieure avec les sentiers est devenue un espace convivial, agréable et très apprécié des résidents et la famille. Au fil du temps, la cour prendra de la maturité et diverses couleurs et odeurs viendront agrémenter le tout avec les aménagements déjà réalisés puis ceux qui vont être à venir parce qu'on n'a pas tout à fait complété. Cet après-midi, comme M. Lannoy disait, on va faire la plantation d'un lilas blanc qui va représenter pour nous l'évolution au travers le temps des générations qui vont traverser l'histoire du centre d'hébergement, le château. D'où le nom choisi par Mme Niquette qui nous a suggéré ce nom-là, qui a été choisi d'un commun accord avec les membres du comité, le Sentier des générations. Donc, un immense merci à tout le monde qui sont ici, de votre soutien à tous les niveaux, que ce soit en temps, en expertise, en argent et en matériel, afin que ce projet-là, il voit enfin le jour aujourd'hui où on est là, présentement. Fait qu'on a terminé et on inaugure officiellement aujourd'hui. Je vais laisser la parole à d'autres personnes qui veulent vous dire un petit mot. Donc, Madame Josée Rondeau, la présidente de l'Association des bénévoles ici au Château. Merci. Distingués invités, chers résidentes et résidents, l'Association des bénévoles du CHC du Château existe depuis déjà 30 ans et jour après jour, nous sommes là pour les usagers du Château. Certains de nos membres bénévoles cumulent plus de 20 ans de service aux résidents. Et c'est avec joie que lorsque ce merveilleux projet qu'est le Sentier des générations a pris forme, que le conseil d'administration de notre association s'est impliqué pour offrir son aide et aussi être partie prenante. Nous étions, nous aussi, convaincus que ce sentier faciliterait les déplacements en fauteuil roulant pour les familles et leurs parents, tout en profitant de la beauté du site. Nous sommes ravis d'avoir pu être utiles et d'avoir apporté notre expérience d'organisme sans but lucratif en offrant, dès le début, un incitatif pour encourager la levée de fonds. Et déjà, à ce moment-là, nous comptions sur les plus fidèles donateurs de notre association. Nous tenons à remercier la direction du château ainsi que le personnel administratif et soignant pour leur confiance et aussi pour l'amitié qu'ils nous témoignent à chaque jour. Nous formons, dans les grands comme dans les petits projets, une bonne équipe au service de nos aînés. Encore une fois, chers donateurs, un immense merci. Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Bonjour à tous. Je me présente, Chantal Dufresne, conseillère à la qualité du milieu de vie à Champlain du Château. Le Sentier des générations. Quel beau projet qui se conclut en votre présence aujourd'hui. L'idée germait depuis quelques années auprès du comité des usagers et de la direction du centre, mais l'ampleur financière du projet laissait présager un échéancier sur quelques années. Mais c'était sans compter la contribution de la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Mme Marguerite Blais. Ce budget a été octroyé en juin 2021 pour le financement de projets de rénovation fonctionnelle dans les CHSLD publics et privés conventionnés. La priorité était l'amélioration de la qualité de vie des résidents et des services offerts en CHSLD. Le centre du château a reçu une somme de 9 470 $, montant calculé selon le nombre de lits par établissement éligible au Québec. Ceci a permis d'accélérer ce magnifique projet avec votre généreuse contribution. La conseillère qualité de milieu de vie en moi et l'amoureuse de la nature ne peut qu'apprécier ce sentier qui est magnifique et répond aux besoins de nos aînés hébergés
à Champlain-du-Château. Merci de votre contribution et de votre présence aujourd'hui. Vous avez l'expérience. Oui, oui, absolument. Je passe pas beaucoup de vite, et voilà. Parfait. De 1732 à 1818, on a dit la première, 1632, 1732. Qu'est-ce qui arrive en 1732? Arrive parmi nous M. Pierre de Lestage, que nous avons parmi nous aussi. Donc, Pierre de Lestage est un jeune seigneur qui arrive de France aussi. Il y a des grands projets pour lui. Alors lui, il a grandi la CDE. Et puis il commence à développer un autre secteur de Berthier, qui est le secteur de la Bayonne, ce qu'on appelle aujourd'hui la Bayonne, avec la rivière. Et puis, il nomme la rivière du nom de Bayonne, parce qu'il vient de la rivière de Bayonne, en France. Puis ensuite, il monte un petit peu, puis il sera sur une colline, élévation, il appelle le rang du Saint-Esprit. Parce que quand il monte sur la colline, il voit l'église de son village qui s'appelait Saint-Esprit. Alors voyez-vous, il y a encore des suites, hein? Ce qui a été fait auparavant, il y a des suites encore aujourd'hui. Puis à la fin de la Bayonne, hein, parcours, il y a des chutes. Ils sont encore là aujourd'hui, on ne les voit pas tellement parce qu'il y a des branchages qui bloquent la vue. Mais il découvre qu'il y a des chutes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait bâtir, ou il bâtit lui-même, un moulin à farine, puis un moulin à bois. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a, comme les colons défrichent le pied d'Orvilliers, il y a des colons aussi qui sont élevés, ils vont défricher la Bayonne. Et c'est là qu'on découvre les premiers défricheurs aussi. Il y a des noms. Dans un livre que j'ai publié, là, on donne des différents noms des premiers défricheurs de la Bayonne et du Saint-Esprit. Et le blé qui est produit est meilleur que celui de la France. Parce que notre blé, notre froment, est de meilleure qualité. Et pendant ce temps-là, avec le développement, il y a l'accroissement de la population. En 1732, 328 âmes. 1750, 500. 1765, 1000. On a ça. Mais qu'est-ce qui se passe en 1763, par exemple? Pierre de Lestage, cette place de le faire contre la polyvalente aujourd'hui, pour appeler sa mémoire. Mais en 1763, qu'est-ce qui se passe au Québec? C'est les plaines d'Abraham. Hein, c'est la bataille des plaines d'Abraham. Wolfe contre Montcalm. C'est loin de Berthier. Mais ça a des incidences de Berthier. Et c'est là qu'arrive le seigneur anglophone James Cuthbert, qui est présent parmi nous aussi. Et on pourrait dire, oui, les anglophones viennent nous dominer, les gens anglophones, mais le seigneur Cuthbert, pas parce qu'il dit que je dis ça, mais parce que c'est vrai, le seigneur Cuthbert se comporte très bien avec les Canadiens français. Il faut dire qu'il n'y a pas tellement de choix, parce qu'il y a peu d'anglophones sur sa seigneurie, beaucoup de francophones. Alors, qu'est-ce qu'il
construire une église en 1782, cette église-ci, 1782, là, pas rien. Donc, il va payer lui-même la moitié des frais. C'est pas suffisant, parce qu'il y a de la croissance de la population, ça va se rendre ce qu'on appelle aujourd'hui Saint-Hubert. Et il va découvrir que dans les saints qu'il y a au Vatican, il y a un Saint-Hubert. Alors il va dire à la paroisse, les gens qui sont là, je veux construire une église, mais à condition qu'elle s'appelle Saint-Hubert. C'est ça qui arrive encore aujourd'hui. Neptune, lui aussi, il pensait bien à sa religion, lui, il est de foi presbytérienne, protestante. Alors il se fait construire une chapelle, hein, pour son culte, et c'est la chapelle des Hubert aujourd'hui. de Pierre-Luc Guertin. Tu es dans le comité des loisirs à Saint-Ignace, c'est bien ça? Oui. Et avec la municipalité, vous avez décidé de vendre les bancs d'église, c'est ça? Oui. Donc la vente va avoir lieu quand? Alors la vente des bancs d'église va avoir lieu le 15 octobre pour les résidents de Saint-Ignace seulement. OK. C'est le premier arrivé, premier servi. C'est 60 $? C'est 60 $ par banc, peu importe la grandeur. Dans le milieu, les plus grands, ou de chaque côté, les plus petits. Les plus petits ont à peu près 76 pouces. C'est ça, 4 places ou moins 8 places. C'est quelque chose comme ça. Est-ce qu'on doit partir avec le banc tout de suite? On l'achète, on paye, puis envoie, faut être ton trailer, puis... Non, c'est sûr qu'on peut être compréhensif. C'est pas tout le monde qui a un trailer à sa disposition. Vu qu'on le fait sur 2 jours, c'est sûr que là, le 22, il va falloir ceux qui viennent l'acheter qu'ils partent avec. Donc, en principe, le 22 octobre, il n'y a plus de banc dans l'église, il n'y a plus rien. C'est ça qu'on... Ce qui reste après ça, on fera une vente sur Marketplace ou un antiquaire, on essaiera de... Là, la décision là, a été vraiment... Ça veut dire que le culte va avoir lieu encore là? Oui, on va, dans le programme Nouveaux Horizons, on avait acheté les tables et les chaises. Okay. La décision qui a été prise, c'est de mettre les tables et les chaises neuves dans la salle en haut. OK. Fait que les gens qui vont aller à la messe
on va pouvoir se servir des tables et des chaises. Autant que quelqu'un qui voudrait louer la salle en haut va pouvoir utiliser les tables et les chaises là. OK, d'accord, les tables rondes et tout ça, les chaises. Donc, vous commencez à voir un petit peu, c'est quoi la demande là, pour cet espace-là qui va être disponible? Parce que nous, les loisirs, il reste la date à confirmer avec un groupe. On va engager un groupe pour faire un spectacle. On va le faire dans la salle en haut. Un premier test? Oui. Ça va être une première fois. Ah, ben c'est très bien. Donc, on rappelle que c'est le 15 octobre. Pour les résidents seulement de Saint-Ignace. C'est ça. Amener le permis de conduire. C'est ça une preuve. Tu montres votre adresse à Saint-Ignace. Il n'y a pas de limite. Tu peux partir avec 3-4 bancs. Oui, c'est premier arrivé, premier servi. C'est sûr que ceux, mettons, qui veulent les acheter le 15, mais qui pourraient juste venir les chercher le 22, ben, ils vont payer le nombre de bancs qu'ils vont acheter. On va les laisser de côté pour eux, qui vont venir chercher le 22. Puis c'est en argent comptant? Oui. Des chèques? Argent comptant seulement. Argent comptant seulement, tout ça. Et là, il faut spécifier aussi que tous les sous, il a été décidé par le conseil que ça fait un aller au loisir de Saint-Ignace. Tous les sous vont rester dans l'organisation des loisirs pour organiser des activités, que ce soit l'Halloween, les Olympiades pour les jeunes, que c'est complètement gratuit. Et ainsi que la Saint-Jean-Baptiste. Donc, quand tu me parles d'Halloween, je vais te renchérir sur ce point-là, mais on prévoit une grosse Halloween encore. Vous êtes spécialiste dans l'Halloween avec une belle maison hantée et tout ça. Ça va avoir lieu encore. Est-ce que tu sais déjà la date? Peux-tu nous en parler? Le 31 octobre. Parfait. Directement. Maintenant, l'école a une journée pédagogique le lendemain. OK. Fait qu'on le 31. Le 31. Que beau temps, mauvais temps, c'est 31. 31. Donc, c'est vraiment des belles activités. Là. Je pense que l'été, ça s'est bien passé. Là. Toutes les ligues de balle, de softball, de CSA, de il va y avoir évidemment le feu d'artifice ou encore. Ah oui, OK. Oui. Oh! Donc, on aura 2 feux d'artifice cette année à Saint-Ignace. À Saint-Jean-Baptiste. Oui. Alors, comme les autres années. Oui, félicitations. Franchement, vous êtes très actifs. Donc, on invite la population pour la fête d'Halloween, mais si on ramène pour les bancs d'église, 15 octobre, Saint-Ignace et le 22 octobre, vous allez pouvoir avoir accès à toute la population, s'il en reste. À large, ce qui reste à large. Les gens de Saint-Ignace peuvent venir aussi l'acheter le 22, ainsi que les gens de l'extérieur. Parfait. Bon, je te remercie Pierre-Luc, puis on va suivre ça de près. Merci. Merci. Julie Armstrong-Boileau, pour celle qui ne me connaît pas. Bienvenue Léa, c'est FNJ. Puis, je vais donner la parole donc ce matin à Jean-François Bellil qui va vous donner quelques nouvelles du musée, mais surtout de l'angle des expos cet automne et de quelles expos on vous présente. Puis après ça, Ariane Cardinal va vous parler des activités culturelles qu'on présente cette saison. Donc, on a toujours 3 saisons par année et là, on va vous dévoiler ce que ça mange en hiver, notre programmation d'automne. Jean-François est conservateur en chef et directeur général. Ariane, elle est conservatrice de l'éducation. Donc, je vais les laisser vous présenter un peu tout ça. Et après ça, on va se déplacer puis on va aller voir les coulisses du montage actuel. Donc, tout va être prêt le 15 octobre, je vous le jure, pour la nouvelle programmation. Mais là, vous allez voir donc certains murs qui viennent d'être peinturés et surtout une salle dans laquelle on va aller pour rencontrer Julie Allary-Lavallée, qui est ma collègue aux collections. Puis Julie va vous parler d'une exposition qu'on aime beaucoup, une exposition d'une artiste importante qui s'appelle Rita Le Tendre. Donc, on va aller voir ça tout à l'heure. Peut-être commencer justement sur la murale, quelques mots. C'est pour ceux qui se souviendront, on avait une murale de Eruoma à Washish depuis 2 ans, qui avait été faite à l'automne 2020 dans la foulée du décès de Joyce Echaquan, qui était une murale en l'honneur de Joyce Echaquan. Et les murales, c'est vraiment fun, mais c'est toujours un peu compliqué dans un musée parce que là, est-ce qu'on laisse ça là tout le temps pendant 20 ans et donc ça vit moins dans le temps? Est-ce qu'on la détruit à tous les ans ou pas? Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec l'œuvre? C'est toujours un peu compliqué. On a décidé, avec le Centre d'amitié autochtone de la Naudière, de faire un projet cette année, à partir de maintenant. Les murales vont changer tous les 2 ans et c'est tout le temps l'artiste précédent qui choisit l'artiste suivant. Donc, c'est Eruoma à Washish qui a choisi Marie-Claude Niquado pour faire cette murale-là. C'est un projet qu'on va toujours faire avec le Centre d'amitié autochtone de la Naudière. Donc, ça va toujours... En fait, l'artiste pourrait choisir un artiste non autochtone, alloctone, mais je pense que c'est peu probable. Je pense que ça risque de rester un artiste autochtone. Mais la partie importante, c'est que c'est vraiment un mur du Centre d'amitié autochtone de la Naudière dans le musée
qui est géré par eux, qui est financé par eux. Et c'est important pour moi que l'institution, que le musée, qui est quand même une institution historiquement eurocentrique dans son histoire, ne prenne pas de décision par rapport au contenu de ce mur, que ce soit une initiative 100% autochtone dans le musée. Donc c'est comme ça qu'on s'est ramassé avec cette super murale, dont je suis très content et très fier. Comme Julie le disait, si vous faites des photos de petits détails ou de teasers, de je sais pas quoi, mais on ne peut pas la montrer dans son ensemble tout de suite. Le jour du vernissage, le 15, il y aura une cérémonie organisée par le Centre d'amitié et par l'artiste pour inaugurer cette murale-là, avec donc l'explication de qu'est-ce que ça représente, comment et pourquoi. Je vais leur laisser ce plaisir-là. Dans les salles d'exposition, comme d'habitude, toute la programmation d'exposition est construite autour d'une grande question de société. Puis souvent, quand on monte nos saisons de programmation, cette grande question de société-là émerge à travers une exposition. Puis après ça, on trouve d'autres expositions, on monte d'expositions qui viennent appuyer, diversifier, enrichir le propos. Dans ce cas-ci, l'exposition centrale qui a lancé tout ça, c'est l'exposition Oubliée, qui est au rez-de-chaussée, une grande exposition sur laquelle on travaille depuis plusieurs années. C'est Julie Lavallée qui mène ça de front, avec une commissaire invitée qui est Esther Trépanier. Esther Trépanier, c'est une ancienne directrice du Musée national des beaux-arts de Québec. C'était une enseignante à Montréal. C'est une sommité dans le domaine, qui a fait des artistes anglophones à Montréal au 20e siècle sa spécialité. Puis elle nous a amené ce projet-là il y a 3-4 ans maintenant, en disant est-ce que ça vous intéresse. En fait, le projet se concentre sur les artistes abstraits à Montréal dans les années 30 et 40, principalement 40, on commence dans les années 30. Il faut savoir que l'art abstrait au Canada, souvent on pense que c'est né avec le refus global, avec les Riopelle de ce monde, puis qu'avant eux, il n'y avait pas d'art abstrait. Ce n'est pas vrai du tout, c'est complètement faux. Il y avait des artistes d'art abstrait qui étaient complètement différents, qui venaient d'une autre tradition, qui venaient plus d'une tradition de l'Europe de l'Est, donc avec toute une machine, une réflexion, des concepts derrière qui étaient très différents de ce que les Riopelle de ce monde ont créé. Donc, c'est pour ça qu'on va appeler ça les oubliés, parce que ce sont des artistes qui ont été un peu oubliés par l'histoire de l'art et par l'histoire de façon générale. Ça a été un travail immense. C'est très rare au musée qu'on fait des expositions de cette ampleur-là. Ça, c'est pour vous donner une idée, là, ça c'est le catalogue qu'on a publié, donc un en français, un en anglais. Ce sont des catalogues majeurs, c'est pas des petites plaquettes de 50 pages comme on fait d'habitude. Donc c'est une exposition qui a été rendue possible dans le temps et dans sa publication et dans toutes les recherches qui ont eu lieu grâce à une subvention très importante de Patrimoine Canada et le soutien de la Ville de Joliette. Donc la Ville de Joliette est commanditaire principal de cette exposition-là cette année. On est super fiers qu'ils s'associent à notre contenu, qu'ils soient les présentateurs d'une exposition majeure comme ça. C'est vraiment fun. Puis Julie pourra, en faisant la visite, vous parler un peu plus du contenu de l'exposition, mais c'est quelque chose qui va, je pense, faire tourner des têtes un peu partout au Québec. C'est la première fois qu'un musée s'attaque à ce sujet-là. Nous, l'indicateur qu'on a déjà à l'interne, c'est que notre navette du vernissage qu'on fait à chaque vernissage, elle est pleine. Il a fallu qu'on augmente l'autobus. Puis d'habitude, ça se vend dans les derniers jours. Donc, là, 2 semaines avant que la navette soit déjà pleine, c'est un signe que ça pogne. On a touché à quelque chose qui fait réagir les gens de l'extérieur de la région. C'est une belle petite fierté pour nous. Fait qu'autour de cette exposition-là, le thème qui s'est dégagé, c'est dans la marge des grands discours, ou en marge des grands discours, je ne sais plus. En marge des grands discours. Et donc, on est allé chercher d'autres artistes super intéressants qui travaillent dans cette politique-là. Déjà, une des premières choses qui paraissait très évident à nos yeux, c'était de faire de la place aux impatients, qui existent dans le musée depuis des années et des années et des années, mais qui sont toujours un peu en marge de l'institution, de la société et compagnie. Donc, on les a invités à venir faire une exposition, donc une trentaine d'artistes des impatients qui ont produit des œuvres depuis 1 an, qui sont même plus qu'1 an, je pense. Ça fait comme 2 ans qu'on en parle.
Donc, c'est exposé dans les espaces publics du musée. On est super fiers. Ils sont en train de réaliser eux-mêmes une murale que vous allez voir en état de construction. Donc, il y a eu dans les espaces publics. Au deuxième étage, dans la salle projet, il y a l'exposition de Rita Le Tendre dont Julie parlait. Rita Le Tendre, c'est une artiste super importante du reflux global de cette période-là, de la mouvance de Riopelle et compagnie, abstraite, qui a toujours, je ne sais pas comment le traiter dans un journal, là, mais c'est une artiste on n'est pas supposé en parler trop parce qu'elle ne voulait pas qu'on en parle. Mais moi, je le dis quand même parce que je pense que c'est important. Puis, c'est une artiste qui était autochtone elle aussi, mais qui toute sa vie a refusé de se faire cataloguer comme étant autochtone. Donc, elle ne voulait jamais qu'on mentionne qu'elle est autochtone. Puis, ça parle déjà de comment exister dans une marge, comment ne pas vouloir être dans la marge parce que ça allait avoir un impact sur la façon dont elle serait perçue de ses contemporains et des autres artistes et des médias. Il y a quelque chose d'intéressant là. On a une collection, c'est des œuvres qui viennent à 100% de notre collection. On a une collection super importante de cet artiste très importante. Donc c'était le fun de pouvoir sortir ces chefs-d'œuvre-là puis les exposer de façon chronologique. Donc on passe un peu toute la carrière de l'artiste en quelques œuvres. Et puis, avant la dernière exposition, au rez-de-chaussée, dans la deuxième salle, Faye Heavy Shield, c'est une artiste Blackfoot, donc peuple autochtone de l'Alberta, du sud de l'Alberta, dans le coin de Lethbridge. Une artiste super importante dans le reste du Canada. À chaque fois que je l'ai vue en Alberta il y a quelques semaines, là, puis c'est une espèce de superstar canadienne, mais qui n'a jamais été exposée au Québec. Première exposition en musée de cet artiste. C'est le fun, c'est une exposition qui a été montée par le musée, la Southern Alberta Art Gallery à Lethbridge, que nous on a loué pour présenter ici. Faye s'en vient mardi ou mercredi la semaine prochaine. On est très très content de l'accueillir. Un travail très conceptuel, très minimaliste, qui parle de la notion de clan. Ce que c'est un clan, comment ça vit, comment ça existe, mais pas. Je vais vous laisser découvrir les œuvres, vous allez voir. C'est juste parce qu'on a des images, on a des choses. Dans le dossier de presse, il y en a. C'est vraiment un très 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 beau travail, très très poétique, très élégant, très simple, que j'apprécie. Et dernier projet artistique, physique, visuel au musée, l'accrochage au troisième étage. C'est Femmes modernes, accrochage réalisé par l'équipe de Julie, par Nathalie, je pense, de mémoire, où elle a sorti des artistes femmes modernes québécoises. Donc, la modernité, on parle des années 40, 50, 60, qui ne sont pas uniquement l'abstraction, des portraits, différentes choses. Et c'est un peu l'occasion aussi de redécouvrir l'art du Québec des années 30, 40, 50, puis quelque chose d'un peu plus classique? C'est une saison plus classique que ce qu'on a vu dans les derniers temps. Là, on n'est pas dans des speakers de 12 pieds, on n'est pas dans des laveuses et des sécheuses, on n'est pas dans des... on retourne à la peinture, à la matérialité, à l'objet. Je pense que ça, c'est vraiment le fun. Puis c'est vrai que ça permet, en commençant dans les années 30 avec Les Oubliés et en amenant ça jusqu'à des œuvres récentes de Rita Le Tendre et des œuvres contemporaines de Faye, on a comme un 70-80 ans d'histoire d'artistes qui ont traité de la marge ou existé eux-mêmes dans la marge, ou se sont battus contre la marge. Ça fait quelque chose de fun. C'est un beau tour d'horizon québécois avec une petite versée canadienne avec Faye. Merci. Super. T'as-tu là? As-tu oublié quelque chose? Julie? Non, Julie? super. Ouais. On pourrait ajouter plein de choses, mais c'est un beau résumé. Ouais, c'est vraiment cool. Les îles réunies, oui, on a changé beaucoup d'œuvres dans les îles réunies, désolé. Puis, fait que Julie a sorti, il y a tout un pan de mur de l'exposition permanente. Puis ça vaut la peine probablement de le mentionner parce qu'il y a les visiteurs réguliers, là, ceux qui viennent nous voir à tous les mois, ils demandent souvent quand est-ce que vous allez changer l'exposition permanente, quand est-ce que vous allez changer l'exposition permanente. Et donc là, on a changé quasiment 7 œuvres. 7 œuvres, mais c'est quasiment un cinquième. Mais plus, en tout cas, ouais. Même plus. Ouais, plus avec ça. Ouais. C'est 6 œuvres nouvelles qui vont rester là pendant 1 an, 2 ans. Puis 2 œuvres temporaires de Rita Le Tendre qui remplacent. En tout cas, vous verrez ça. On va vous montrer ça. Vous allez voir, vous allez tout comprendre le contexte. Mais il y a de la nouveauté dans l'exposition permanente.
Puis dans cette nouveauté-là, Julie a travaillé très fort pour sortir. En fait, ce ne sont que des artistes femmes. Puis ça, c'est une question dans notre collection aussi qui est super importante, quelle est la représentation des artistes femmes, puis quelle place on leur fait, non seulement dans les réserves, mais aussi sur les murs d'exposition de la collection permanente. C'est un geste fort quand même, là, de dire on y va qu'avec des femmes dans toutes les transformations de la collection permanente pour sortir de aussi. Super. Merci. Alors, bon matin. Donc, aujourd'hui, moi, ça me fait plaisir de vous parler des activités, mais comme il y en a beaucoup, je me suis restreint aux nouveautés, en fait. Puis, vous connaissez déjà l'atelier magique. Hein? L'atelier magique, c'est des rencontres familiales les dimanches matins à raison de 2 par mois. Et ça s'adresse aux enfants de 5 à 12 ans avec leurs parents, grands-parents, bref, avec un adulte accompagnateur. Mais depuis quelque temps, on remarquait des enfants beaucoup plus jeunes qui s'inscrivaient et même des adultes seuls qui s'inscrivaient aussi à ces ateliers-là. Et c'est formidable, on est ouvert à tous, mais n'en demeure pas moins que l'atelier est spécifiquement développé pour une clientèle de 5 à 12 ans. Donc, on a décidé de créer cette année le tout petit atelier. Le tout petit atelier, comme le nom le dit, c'est pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d'un adulte, évidemment. Donc, dans le cadre de ces ateliers-là, on va explorer les formes, les couleurs, les textures. On en profite pour travailler le langage, les habiletés motrices. Je développe le langage moi aussi. Et puis, mais surtout, en fait, ce qu'on veut développer, c'est la curiosité, le plaisir d'apprendre, puis des beaux moments passés en famille au musée. Donc ça, c'est une de nos nouveautés, le tout petit atelier, à raison d'1 fois par mois. On lance là ce projet-là. Et puis, on a développé ce projet-là grâce à notre nouvelle expertise, parce qu'on a développé un projet qui s'appelle « Ma première visite au musée », en partenariat avec le programme Passe-Partout du Centre des services des SAMAR. Et puis, ce programme-là, ça nous a permis d'apprendre sur le préscolaire, sur la clientèle préscolaire. Donc là, on met ça en pratique avec le tout petit atelier. Deuxième nouveauté, je vous l'ai dit, il y a des adultes seuls qui s'inscrivent à nos matinées créatives, à notre atelier magique. Donc, on s'est dit, pourquoi pas créer le grand atelier. Là, vous voyez qu'on est original, on a le tout petit atelier, l'atelier magique et le grand atelier de création-exploration. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un espace où les adultes, adolescents sont invités à venir échanger, à venir partager, à venir explorer des thématiques, explorer des techniques en compagnie d'un ou d'une artiste. Donc, cette année, cette saison, on a invité, et là, je ne veux pas me mélanger, on accueille l'artiste et récipiendaire du prix de réalisation artistique 2022 du gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques du Conseil des arts du Canada. Donc, c'est Monique Régimbal-Zébert, qu'on a déjà exposée ici, qu'on connaît bien. C'est elle qui va venir ouvrir notre premier grand atelier. Voilà pour ça. Autre nouveauté, riche de nos nouvelles connaissances techno, dû à la pandémie. Je vous rappelle qu'on a dû faire des visites et des ateliers créatifs scolaires en ligne, des conférences et tout ça en ligne. Donc, on a développé vraiment une expertise là-dedans. On a décidé de présenter toute notre série de conférences, de rencontres d'artistes en hybride. C'est-à-dire que vous êtes toujours invité à venir sur place, à rencontrer l'intervenant, à profiter de nos expositions, mais on vous offre aussi la possibilité, si vous ne pouvez pas vous déplacer, de vous joindre à nous en ligne et de pouvoir assister donc à la très attendue conférence de la commissaire Esther Trépanier. Notre colloque « La culture au Québec en temps de guerre », où on va parler de la musique, de la radio, du théâtre de l'époque, donc ça devrait intéresser beaucoup de curieux d'histoire. On va aussi présenter la rencontre avec l'artiste atikamekw Marie-Claude Nekwado et finalement la conférence de l'historienne de l'art Marie Chevrette. Donc tout ça sera présenté en hybride. Évidemment, il y a plein d'autres activités dont je pourrais vous parler, les visites, les spectacles immersifs, bien plus encore. Donc, toutes les informations se retrouvent sur notre site web ou dans le dossier de presse. Et puis, je suis disponible aussi là, pour répondre à toutes vos questions. Merci.
vous va? Merci beaucoup. Ben, les impatients, en fait, c'est des personnes qui ont des troubles en santé mentale. Il y a un groupe des impatients à l'hôpital, ici. Quand ils sortent, puis là, ils doivent être réinsérés dans la société, si on veut, souvent, ils viennent s'inscrire aux ateliers ici des impatients. Donc, on en a environ 40 impatients qui viennent dans 4 ateliers et puis qui sont avec une artiste qui s'appelle Marilyn Bissonnette. Ils ont aussi une intervenante. Excusez, je t'ai soufflé, j'ai monté les marches. Donc, il y a aussi une intervenante là, du CIS qui est là avec eux, puis ils font des ateliers, ils créent et ça leur fait beaucoup de bien. Donc, moi, je vous invite aussi à regarder la vidéo qu'on a filmée. Donc, on a fait une petite entrevue avec certains d'entre eux, ceux qui avaient envie de participer, tout le monde était invité, puis qui expliquent un peu ce que ça leur apporte de venir aux ateliers des impatients. C'est une murale. Donc là, elle est en cours, n'est-ce pas? Donc, les impatients font des œuvres, s'inspirent de cadres de différents formats, de différentes grosseurs, de différentes formes, et vont inviter les visiteurs à également dessiner dans la murale. Donc voilà, je vais adresser les fautes d'orthographe, d'accord? Parce qu'il y en a dans la murale actuellement. On a décidé de les laisser, de ne pas les censurer, parce que l'objectif aussi, c'est que les impatients se sentent inclus hein, dans la vie du musée, puis qu'on ne voulait pas qu'après qu'on corrige leurs fautes, mais qu'ils n'aient plus envie de participer à la murale parce qu'ils se sentent exclus, puis tout le monde peut faire des fautes d'orthographe, on ne se le cachera pas. Là. Donc voilà, on les a laissés. La seule chose qu'on pourrait censurer, c'est s'il y a de la violence ou s'il y a des propos qui ne sont pas... mais ça n'arrivera pas, là. Fait qu'on ne censurera pas. C'est bon. Donc, les gens vont être invités à participer. Fait que vous aussi, quand vous allez revenir, vous pouvez avoir des crayons disponibles et vous pourrez vous inspirer de la forme des cadres. Merci. Donc, ici, c'est un peu le terrain de jeu des collections. On est dans la salle de la collection permanente qui, selon certains, là, trouvent qu'elle ne se renouvelle pas beaucoup. Donc, j'en ai profité pour renettoyer tout ce mur-là qui est centré sur l'abstraction au Québec, majoritairement occupé par des œuvres d'hommes. Alors ici, on a toute une sélection de femmes. En compagnie de Mélissandre TV, bonjour et merci d'accepter de nous recevoir aujourd'hui. Bonjour. La danse a repris un essor. Hein? Il y a eu, je pense, un nouvel engouement pour ce médium-là, pour la danse, là, les gens ont beaucoup découvert que c'était vraiment quelque chose d'important dans les présentations artistiques. Je pense que Révolution a peut-être, on pourrait dire, plus rendu accessible la danse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça un petit peu? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la danse depuis quelques temps? Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est très dynamique. Effectivement, une émission comme Révolution, ça l'a amené une belle visibilité, ça a vraiment amené la danse partout. Mais ici, localement, dans la Naudière, on est vraiment chanceux là, au niveau de la danse, avec l'équipe de diffusion Hector Charland qui organise le pôle territoire danse, entre autres. C'est très, très dynamique. Il y a beaucoup d'activités qui se passent. Donc, ça a toujours été ça, puis ça continue. On est vraiment chanceux. Puis c'est ça, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent maintenant à la danse. Il y a beaucoup de relèves hein, qui s'en viennent dans ce domaine-là. C'est intéressant là, comme relève, qu'est-ce qu'on voit apparaître. Oui, tout à fait. On a plusieurs écoles de danse aussi dans la région. On a des belles concentrations de danse au secondaire et tout ça. Donc, on est bien gâtés puis on a bien hâte de voir comment tout ça va se développer. Okay. Vous avez décidé de faire ce qu'on appelle un rallye danse. Voulez-vous nous parler un petit peu de ce concept et d'où ça vient? Là, comment vous avez décidé de créer cet événement-là? Oui, en fait, c'est le rallye de vidéodanse lanaudoise qu'on appelle. Donc, on va présenter 10 vidéodanses de 6 artistes professionnels en danse de la région dans 10 lieux différents de la ville de Joliette. C'est une initiative de notre compagnie Sans Méandre Art et Découverte. Je dis notre compagnie parce que je travaille avec un collègue aussi, un cofondateur qui s'appelle Vincent-Nicolas Provencher. Donc, nous, ensemble, on avait plusieurs vidéodanses et puis on sait que les autres artistes de la région en avaient aussi. Donc, on a décidé de mettre tout ça ensemble. L'année passée, à Saint-Alphonse-Rodriguez, on avait présenté la soirée découverte de vidéodanse où on avait présenté
toutes ces vidéos-là. Et cette année, on cherchait un autre concept, une autre façon de présenter les vidéos, puis on a pensé à ce concept un peu ludique de rallye à travers la ville de Joliette. C'est ça. Ces 10 vidéos-là proviennent de tous les genres différents en termes de danse, parce que c'est sûr qu'on entend beaucoup peut-être la danse classique, il y a du hip-hop, il y a beaucoup de choses, la danse contemporaine. Est-ce qu'on touche à tous les domaines, toutes les prestations? C'est assez varié quand même. C'est surtout varié dans les esthétiques parce que, évidemment, chaque artiste a son esthétique, sa façon de voir les choses, de présenter les choses, puis de travailler. Mais je vous dirais que pour les vidéos-danse, on est surtout dans danse contemporaine, puis gigue contemporaine aussi. Il y a beaucoup de vidéos qui incluent de la gigue, tout ça, mais d'une façon... On voit des danses traditionnelles, là, des tracks, comme on voit régulièrement. Oui, c'est ça, mais c'est pas comme ce qu'on voit par les troupes ou quoi que ce soit. C'est vraiment un travail qui allie la danse contemporaine aussi, donc c'est un mélange de toutes sortes de choses. Donc, on rappelle que ça se déroule jusqu'au 31 octobre, c'est bien ça? Donc, si on va dans la ville de Joliette, on va avoir différents endroits. J'ai vu qu'au Musée d'art à Joliette, la semaine dernière, il y en avait une vidéo. Quand on visionne les vidéos, par la suite, il y a une question, on doit aller sur un site Internet, c'est bien ça? Exact. En fait, il y a une question qui donne une question sur l'œuvre à chaque vidéo, puis ça donne accès à un billet de tirage. On fait tirer 5 paires de billets pour un spectacle de PPS Danse qui va avoir lieu au mois de janvier au Centre culturel des Jardins. Donc, il va y avoir 5 gagnants comme ça. Et puis, c'est toujours une question par rapport spécifiquement à l'œuvre qu'on vient de voir. Donc, il faut l'avoir vu. Il faut vraiment faire l'effort de l'avoir vu. Est-ce qu'à date d'aujourd'hui, vous savez combien de visionnements vous avez eu? C'est tout nouveau ou ça a déjà commencé à être quand même vu assez régulièrement? Bien, ça a commencé le 1er octobre et puis c'est un peu difficile de calculer combien de personnes le voient parce qu'il faudrait être caché à côté du poste tout le temps. Oui. D'accord, c'est bien. Donc, on vous rappelle et que vous, bien, vous faites aussi de l'enseignement, j'imagine, de la danse, vous faites des prestations, mais aussi en enseignement. C'est bien ça ou de votre côté? Des fois, j'enseigne. J'ai pas de groupe en ce moment à qui j'enseigne de façon régulière, mais par exemple, cet été, j'ai enseigné pour l'école de danse Symbiose à Joliette, la percussion corporelle, et puis j'ai des ateliers scolaires qui s'en viennent aussi au courant de l'année et tout. Alors, le premier poste, c'est à la bibliothèque Rina Lanier. C'est toute la Joliette, c'est tous les lieux. Deuxième poste, c'est à la Joujoutèque Farfouille. Troisième poste, c'est à la Manne quotidienne. Quatrième poste, c'est aux Galeries Joliette, au kiosque d'information. Et la vidéodanse qui est là, c'est une vidéodanse de Marie-Michel Darvaux, qui est une artiste bien connue là, dans Dautré. Oui. C'est une vidéodanse qui a été réalisée avec les élèves de la concentration danse de l'école secondaire Pierre de Lestage. Donc ça, c'est celle qui est aux Galeries Joliette. Ensuite, je poursuis la 5e vidéo, qui est aussi de Marie-Michel Darvaux. Elle est à la Brûlerie du Roi. Ensuite, poste 6, c'est l'Arc en Vrac, qui est un commerce au centre-ville de Joliette. 7 et 8, c'est au Cégep. Donc, les deux postes sont au rez-de-chaussée. Il y en a un qui est en face du local de la vie étudiante, c'est comme juste l'autre bord de la piscine, et l'autre qui est devant le Calima Rose, qui est le café étudiant. Ensuite, 9e vidéodanse, c'est au Centre culturel des Jardins, donc dans le foyer avant la salle, juste en face de la billetterie. Et finalement, la 10e, comme vous l'avez dit, c'est au Musée d'art de Joliette. Donc, les artistes qui font partie du rallye, il y a moi-même, Mélissandre TB, il y a Vincent-Nicolas Provencher, Marie-Michel Darvaux, Julie Pilon et sa compagnie Empreinte Vague, ainsi que Sandrine Martel-Laferrière. On espère qu'il y aura d'autres projets comme ça avec la danse dans la région. Bien, merci, on l'espère bien. Alors, on invite les gens à regarder les heures d'ouverture et toutes les informations sur les artistes et tout ça sur la page Facebook de Centre Méandre Art et Découverte. Et on a aussi une page web pour le rallye. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Merci, bye-bye. Au revoir. Bonjour. On va commencer debout. Donc, je vous rappelle que c'est le dernier cours de la série. Là, j'imagine que tout le monde est au courant. J'en ai parlé la semaine passée. J'ai envoyé une infolettre et j'ai fait l'annonce sur Facebook. Et puis, à nouveau, là, je remercie l'équipe du CRTB, Xavier, qui est juste devant, derrière la caméra, et puis Daniel, qui est derrière l'écran. Et voilà. Fait que, on va commencer le cours aujourd'hui debout.
Fait que vous pouvez vous lever. Et puis, bon, oui, il faut éteindre les micros si ce n'est pas déjà fait. OK. Donc, une position confortable. Et on va prendre quelques instants pour s'intérioriser. Donc, assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, que les épaules sont relaxes, que les mâchoires sont relaxes. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux. Et on va prendre quelques respirations lentes, conscientes. Et répétez mentalement son Sankalpa à quelques reprises. Et on va y aller tout de suite avec la mudra du jour. Donc, je vais prendre mon livre là, pour ne pas vous donner les bonnes instructions, puis pour ne pas vous donner les explications qui fitent avec une autre mudra. Donc, c'est une mudra pour cultiver sa joie. Fait que j'ai pensé que c'était opportun avec la neige qu'il y a aujourd'hui dehors, puis avec les nouvelles là, par rapport à la pandémie qui ne s'essouffle pas, on dirait. Donc, cultiver sa joie en toutes circonstances, voilà ce que les mudras proposés vont vous apporter. En fait, il y a toute une série de mudras là, qui est toujours issue du même livre. Il y a toute une série de mudras qui aident à cultiver la joie ou à réguler les émotions, mais on va en faire seulement qu'une aujourd'hui. Donc, si vous vivez une journée de rêve, une mudra vous fera prendre davantage conscience de cette chance. Si vous vous sentirez encore mieux, vous sentirez encore mieux sa puissance que vous décuplerez. Si vos jours sont noirs, une mudra sera comme un rayon de soleil qui réussit à percer entre deux gros nuages de la tempête. Si tout est gris, une mudra vous aidera à faire venir la joie, à la provoquer même, puis à l'entretenir et à la garder bien au chaud. Donc, la mudra, c'est celle-ci. Donc, la paume des mains est tournée vers soi. On accroche les pouces ensemble et puis les autres doigts sont ouverts. Donc, les mains, je pense que c'est au niveau du cœur, là, mais je vais vous lire l'explication là, pour être certaine que je ne fais pas d'erreur. Donc, ça s'appelle Garuda Mudra et geste de l'aigle, roi des oiseaux. Donc, croisez les mains devant la poitrine, la main gauche restant vers l'extérieur alors que la main droite est près du corps. Les paumes des mains font face au cœur, les pouces entrelacés. Les pouces accrochés et les autres doigts étendus forment les ailes d'un oiseau. Les doigts peuvent être assemblés ou écartés. Garuda Mudra cultive l'harmonie et offre un sentiment de légèreté et de liberté. On la surnomme le geste de l'aigle en la position des doigts rappelant les ailes d'un oiseau. En faisant un balayage devant l'abdomen, le nombril, l'estomac et la gorge, un alignement subtil se fait en douceur et cultive l'harmonie en offrant un sentiment de légèreté et de liberté. Les pouces activent de manière puissante l'élément feu, purifiant ainsi les organes internes, et quand les mains s'ouvrent comme des ailes, ceci active la circulation du prana, l'énergie vitale, dans tout le corps. On peut ajouter un exercice de visualisation.
Donc, visualisez une cage à oiseaux plutôt, grande et belle, avec un magnifique oiseau à l'intérieur sur une terrasse au dernier étage d'un immeuble en ville, près d'un grand parc. Vous ouvrez la porte de la cage, l'oiseau s'envole, il virevolte dans tous les sens, ivre de bonheur. Vous le regardez, vous souriez et il revient se poser non loin de vous avant de repartir voler, voler, voler. Le spectacle vous remplit de joie tout autant que d'être à l'origine de cette libération. Et le Sankalpa qu'on peut dire intérieurement, je me sens bien, je me sens libre, je me sens en joie. C'est bien, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Je vous rappelle que les mudras, on peut les faire, je trouve que c'est une belle petite routine pour démarrer sa journée. Fait que si vous avez le goût de les faire pendant toute la semaine qui suit le cours, hein, ça prend 5-10 minutes, pas plus. Fait que c'est une belle façon de démarrer sa journée. Et on va poursuivre avec cette semaine un do-in. Fait que écartez un peu les pieds. Amenez les mains ensemble et on frotte vigoureusement les mains ensemble l'une contre l'autre pour amener de la chaleur. Donc un do-in, c'est un automassage qui permet d'activer la circulation d'énergie dans le corps. On place le bout des doigts, donc les doigts sont écartés, le majeur, l'index et l'annulaire sont un peu écartés. On les place en haut du front et puis on fait des petites rotations avec les doigts pour faire bouger la peau. Donc on part du sommet du front puis on descend lentement. Assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, les mâchoires relaxent. Donc, on continue à descendre sur les joues. Jusqu'au maxillaire inférieur. Et puis, on va poursuivre avec des gestes plus spécifiques. On va coller, peut-être, Xavier, que tu pourrais